cette réalité aujourd'hui? Ce que la population pourrait retenir par rapport à cette situation de l'Est, c'est qu'il y a une forte avancée de nos éléments armés, des FARDC, pour mettre cette gestation, ces cas de désertion qui essaient de compromettre une paix qui était déjà installée depuis, il faut le dire, plus de 2 ans, grâce à l'opération Imojaweto. Donc aujourd'hui, les FARDC sont en train de gagner du terrain. Et je pense que c'est une histoire qui pourrait être résolue dans les prochains jours, si pas les prochaines semaines. D'un côté, les autorités congolaises, s'il faut le dire ainsi, tiennent une conférence ou bien une réunion avec le Rwanda, mais à l'entretemps, l'ONU publie un rapport affirmant que le Rwanda soutient le mitin en République démocratique du Congo. Nous sommes devant des faits d'une extrême gravité. Et si les faits sont graves, ça appelle aussi à beaucoup de prudence. À ces jours, les sources disent que ces rapports a été révélé par la BBC. C'est un rapport que la MONUSCO rendra officiel et nous prendrons toutes les décisions en temps utile. Pour l'instant, la MONUSCO elle-même ne l'a pas encore rendu public et nous sommes devant un cas de figure où la révélation a été faite par la presse. Une presse de surcroît étrangère. Nous ne disons pas que cela est faux, mais nous disons que les faits sont tellement graves que cela appelle à la prudence. Maintenant, lorsque les faits seront avérés, attestés, parce qu'il y aura un rapport qui sera maintenant officiel, je pense que nous mettrons maintenant la MONUSCO ou l'ONU face à leurs propres responsabilités. Parce que aujourd'hui, il ne faut pas ignorer une chose, c'est que la RDC, aussi bien que le Rwanda, sont tous les 2 pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Alors si l'Organisation des Nations Unies émet un rapport, qui est maintenant un rapport à charge contre un pays, qu'on pourrait accuser maintenant de manière sibylline, comme étant un État maintenant qui agresse la RDC, parce que même si on n'est pas en première ligne de front, mais on agresse un pays lorsqu'on essaie d'être aussi complice de ce que la situation, les pays pourraient vivre. Et nous connaissons la réglementation internationale en la matière. Nous demanderons maintenant à l'ONU et au Conseil de sécurité de prendre maintenant toutes les dispositions. Nous, la RDC, on est là pour la paix. La RDC prêchera toujours la bonne foi à travers le monde pour dire que ça a toujours animé la diplomatie du chef de l'État, c'est de toujours chercher la paix parmi les voisins. On signale également un nombre aussi considérable de déplacés. Alors, à cet effet, quelles sont de mesures d'accompagnement ou bien d'encadrement que préconisent les autorités congolaises à cet effet? Vous savez, quand il y a une guerre dans un coin, on ne pourrait pas parler d'une guerre sans qu'il y ait des situations de déplacés. Maintenant, ce que nous voudrons, c'est que plus jamais que cela ne se répète. Pour que cela ne se répète pas, il faut mettre fin à cette guerre. C'est le seul moyen qui va donner la confiance à ces déplacés pour essayer de retourner. Je n'ai jamais vu une population qui s'est déplacée grâce plutôt à cause d'une guerre et revenir s'il n'y a pas déjà ce climat de confiance qui s'installe. Je ne l'ai jamais vu. Mais il y a aussi une chose qu'il faut devoir considérer, c'est que certains d'entre eux, si pas bon nombre, s'ils se sont déplacés vers les États limitrophes. La RDC n'exerce sa souveraineté que sur son territoire. S'ils sont dans des États limitrophes, bon, ils sont maintenant considérés comme étant ou réfugiés ou demandeurs d'asile dans ces États-là et ils échappent même directement au contrôle de l'État congolais parce qu'il y a la Convention de Genève qui entre en mouvement. Merci, M. Papitamba. Vous connaissez tout de même la philosophie de cette émission. Donc, la prochaine série de questions, c'est avec Gaylor qui à qui je dis bonjour. Bonjour Philippe, bonjour également à notre invité qui est là, M. Papitamba. C'est vrai, nous parlons de l'insécurité à l'Est. Ici, je voulais poser une question concernant la MONUSCO, parce que le mandat de la MONUSCO touche à sa fin. Aussitôt, directement, l'insécurité ou encore la guerre à l'Est. N'est-ce pas, il y a de quoi se poser cette question? Se poser des questions, oui. Soupçonner la MONUSCO, non. On ne va pas commencer à soupçonner une institution qui est l'émanation de l'ONU pour être elle-même, par exemple, instigatrice d'une paix, c'est-à-dire la compromission de la paix dans un territoire. Pour essayer de permettre une telle accusation, il faut qu'on ait des éléments très sérieux. On ne peut pas s'amuser comme ça, surtout lorsqu'on essaie de parler des affaires de l'État, commencer à accuser une institution comme celle-là pour dire qu'elle serait à l'origine de cette situation. Mais maintenant, c'est poser des questions.
sur la nature de ces mandats, sur s'ils vont continuer ici, comment ils devaient travailler. Tout cela maintenant, ce sont des questions qui doivent être au menu. Je ne pense pas que la MONUSCO pourrait demander ou bien travailler avec Bosco Tangana pour que certains éléments qu'il puisse y avoir une désertion. Je ne pense pas qu'ils vont se réduire jusqu'à ce point-là. Ici, je voulais dire, parce que c'est depuis 2009, moi que je me trompe, ou encore ça date de très longtemps, depuis que la MONUSCO, avant c'était Monique, c'est vrai, existait dans notre pays, mais sur le terrain, apparemment, comme s'il n'y a pas de résultats satisfaisants. Qu'est-ce qu'on peut retenir par là? Les problèmes, on dit généralement en français qu'un problème bien posé est à moitié résolu. La MONUSCO intervient sur notre territoire et ils ont un mandat. La Monique, avant, comme vous l'avez dit, et la Monique a duré 10 ans sur notre territoire avant d'être transformée à la MONUSCO. Pendant ces 10 ans, ils ont mené plusieurs actions. Est-ce que ces actions qu'ils ont menées étaient-elles de nature à ramener la paix? On peut répondre très humblement non. Parce que si c'était le cas, il y aurait déjà eu la paix avec tous les moyens que la MONUSCO dispose. Alors qu'est-ce qui justifie la présence ici? C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, posons-nous la question, qui a essayé d'avoir des résultats éloquents dans ces points? Je pense que si nous avons essayé d'avoir quelques résultats, c'est grâce à l'action Imojawito, qui était une action concoctée sous l'initiative du chef de l'État, mais concoctée entre l'armée rwandaise et les services, entre l'armée congolaise et les services de renseignement et l'armée rwandaise dans la traque des FDLR. Donc cela prouve à suffisance que pendant un certain temps, on ne devait qu'analyser les problèmes dans ce sens-là, que ça doit être la traque des FDLR avant que les problèmes essaient de se présenter comme ils se présentent aujourd'hui. La MONUSCO maintenant peut s'inspirer de cet exemple. Tout à fait. Que faudrait-il attendre pour qu'on puisse les protéger au quotidien, même en termes de prévention? Surtout que des rapports sur la situation de l'Est concernant les viols, ce sont des rapports qui ne sont pas glorieux pour ceux qui touchent l'État congolais. Et ces différentes organisations qui font ce rapport travaillent de connivence avec la MONUSCO. Donc il pourrait bien se dire que ces rapports, oui, nous aimerions bien les faire, mais je pense que c'est mieux de ne pas les faire si nous essayons de mener une action qui soit efficace sur le terrain. Deuxièmement, en dehors de la nature, c'est-à-dire c'est dans la mission même de cette MONUSCO. Vous savez, lorsqu'on essaie de réunir les Indo-Pakistanais dans un même front, alors que nous savons tous que les Indiens et les Pakistanais, déjà chez eux, ils ne s'entendent pas. Ces Indo-Pakistanais qui arrivent, quand ils arrivent ici, ils sortent des États. Je ne peux pas dire que les États sont totalement pauvres, mais généralement ces éléments sont recrutés dans certains coins où lorsqu'ils sont ici en zone de combat, ils ont un salaire qui dépasse largement ce qu'ils pouvaient toucher en étant chez eux. Oui. Et ils ont des conditions de vie avec des types qu'ils n'auraient pas eu chez eux. Donc pour eux, étant sur le terrain, même si ce n'est pas la vision de la MONUSCO, mais étant sur le terrain, ils préféraient que la situation puisse perdurer. Il y avait, pas plus tard que la semaine passée, un député national qui avait déclaré haut et fort que la MONUSCO ne fait pas bien son travail ici en République démocratique du Congo. Alors lui, il souhaiterait que la MONUSCO rentre chez elle. Comment diriez-vous encore, comment pensez-vous par rapport à ça? Non, vous savez, nous sommes dans le contexte d'une démocratie. Dans la démocratie, chacun de nous, même si on est d'une même famille politique, chacun de nous essaie de donner son avis en toute indépendance. En ce qui me concerne, je suis soumis d'abord à la discipline des partis et je suis quelqu'un qui tient aussi à des convictions personnelles. Par rapport à mes propres convictions, je pense qu'il serait un peu prématuré au séjour de demander un débat ou un retour de la MONUSCO. Ce que par contre on peut demander à la MONUSCO, c'est par contre de revoir la nature de leur mission. La MONUSCO revoir la nature de leur mission. Ici, je voulais
poser une question, plutôt avoir votre point de vue par rapport à cette question. Aujourd'hui, il y a l'insécurité à l'Est. La population congolaise en général est préoccupée par rapport à ça. On parle de Rwandais, c'est-à-dire conflit entre le Congo et le Rwanda. Ici, on peut dire la faute revient à la MONUSCO, parce que, entre guillemets, celle-ci ne fait pas son travail, ou bien la faute revient à la FDL, donc avec M. Laurent Désiré Kabila qui nous avait amené les Rwandais, ou bien c'est les gouvernements qui n'arrivent peut-être pas à trouver une solution par rapport à ça. Parce que d'après une radio de la place, je cite même BBC, la semaine dernière, BBC avait dit clairement que les Rwandais recrutent les jeunes pour soutenir le mouvement M23. Écoutez, présenter les problèmes de cette manière, ce serait un peu totalement tronquer la réalité, tronquer la vérité. Et si on essaie de tronquer la vérité dans une matière assez sensible, je pense que le risque est assez grand. Le risque est assez grand pour qu'on ne puisse pas trouver de bonnes solutions dans la durée. Oui. Je vais vous dire ici, M. Guélor, que l'Est de notre pays, vers les années 60, a vu abriter les plus grands révolutionnaires de notre siècle, c'est-à-dire siècle passé. Parmi les plus grands révolutionnaires, il y avait Che Guevara. Che Guevara a foulé les pieds en Afrique. Che Guevara était où? À l'Est, les mêmes points où il y a des zones de combat aujourd'hui. Toujours l'Est de notre pays a connu par exemple la révolution des Banyamulenge. C'était encore sous l'époque de Mobutu. C'est les Banyamulenge qui ont réclamé la nationalité congolaise avec les armes. Nous savons qu'on ne peut pas réclamer une décision comme la nationalité par une revendication par les armes, parce que cela pose un sérieux problème. La question que cela pose, c'est de savoir où pouvait-il obtenir ces armes, qui les a armés pendant tous ces temps. C'est une question fondamentale. L'Est de notre pays a connu plusieurs incursions de certains mouvements rebelles. Et l'Est de notre pays a aussi connu l'AFDL. Et après l'AFDL, l'Est de notre pays continue à connaître certains problèmes. Donc ça veut dire que nous devons poser les problèmes dans sa globalité. Si nous voulons seulement poser les problèmes en faisant maintenant de cette affaire un fonds de commerce contre les régimes qui est aujourd'hui en place, certes, nous pourrons peut-être avoir certains échos, mais nous n'aiderons pas la paix de la RDC. C'est-à-dire que ce problème a le mérite aujourd'hui, en ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, pendant que nous sommes en train de négocier ces derniers virages, l'heure a plus que sonné pour que les Congolais s'assoient sur la même table. L'heure a plus que sonné, M. Papitamba. Bientôt, le gouvernement Matata va devoir présenter son budget, donc le budget 2012 devant l'Assemblée. Mais est-ce que cette guerre va-t-elle impacter le budget 2012? Vous savez, la guerre a toujours des effets qui rarement sont des effets positifs. Donc, toute la vie de la nation, dans toute matière, sera effectivement impactée par les problèmes de la guerre. Ça, c'est obligé. Merci, M. Papitama, pour cette réponse. Donc, la prochaine série de questions, c'est avec Claudine Essakwa. Bonjour, M. Papi. Bonjour, Madame Claudine. Ok, voilà. Donc, on a un problème ici à la RD Congo. Il y a l'insécurité à l'Est, mais on nous signale encore qu'il y a la présence d'une nouvelle rébellion, le Simba, dans la forêt équatoriale. On ne doit pas les présenter comme étant une nouvelle rébellion. Il faut les comprendre parce que quand on parle de l'Équateur, nous savons que ce n'est pas la première fois qu'on connaît ce genre de cas à l'Équateur. Je vais vous dire une chose, c'est que les fiefs de Jean-Pierre Bemba étaient guadolites. C'était bien à l'Équateur. Et c'est une rébellion qui a débouché sur 1+4. Ce n'était pas une petite rébellion. Nous avons connu maintenant des cas tels que des Enyele. Nous avons connu ce genre de cas aussi au niveau de l'Équateur. Donc on n'est pas là devant une situation normale. Les Congolais, je parle maintenant beaucoup plus au niveau des hommes politiques congolais. Je pense qu'ils doivent aujourd'hui comprendre une chose. C'est que le peuple a le mérite d'être respecté. Le peuple congolais n'a plus besoin de ce genre de choses. Les pouvoirs, si vous allez en France, vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez partout à travers le monde, il n'y a pas un seul Français ou un seul Américain, du plus petit jusqu'au plus grand, qui peut penser encore que le pouvoir qui est son domaine pourrait encore lui être arraché par les armes. Le pouvoir ne peut être donné que par la voie des urnes. Le peuple souverain a sa souveraineté à confier à qui il veut. Et lorsqu'il le confie, il ne lui donne pas ça de façon éternelle. C'est un pouvoir qui lui donne de façon cyclique, c'est limité dans les temps.
pour que cela puisse se renouveler. Et aujourd'hui, le peuple a choisi Joseph Kabila. Que c'est comme que ces politiciens, s'ils m'entendent, pendant qu'il a encore temps, parce qu'aujourd'hui la CPI existe, parce qu'aujourd'hui, qu'ils ne pensent pas que les pouvoirs de Laurent Désiré et de Joseph Kabila n'est pas solide. Dans ces pays, je vais vous le dire une chose, les gens ont tendance à l'oublier. On a connu un président en exercice qui a été assassiné. Un président en exercice. Mais ce ne sont pas ces assassins qui ont pris le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir parce qu'on est assassin d'un président. Mais on prend le pouvoir aujourd'hui parce que le peuple vous a mis là-bas. Et ça, c'est très important. Donc, ils arrêtent avec ce genre de comportement pour qu'ils ne commencent pas à pleurer demain lorsque les conséquences vont maintenant les rattraper. Merci à vous, M. Papitamba. La MONUSCO, le mandat de la MONUSCO expire à la fin de ce mois. Est-ce que la RDC doit-elle renouveler son mandat ou elle doit interrompre? Non, il n'appartient pas à la RDC d'abord de renouveler le mandat de la MONUSCO. C'est un problème qui se traite au niveau du Conseil de sécurité avec, bien entendu, la voix de la RDC qui doit être entendue en considérant sa souveraineté. Moi, je suis en train de dire ceci. Ne prenons pas la MONUSCO comme étant, ou la MONUC, comme étant une institution qui n'est venue que semer du désordre chez nous. La MONUSCO nous a aidés. Prenons seulement le cas de Enyele. Nous savons que lorsque ces cas-là a survenu au niveau de l'Équateur, avant que les FARDC puissent avoir le contrôle sur le terrain, les éléments de la MONUSCO étaient les premiers pour essayer de rétablir la paix au niveau de l'aéroport de Mbandaka. Ça, ce sont des choses aussi que nous ne devons pas oublier. Tout ce que nous aimerions, c'est qu'au niveau du Conseil de sécurité, lorsque maintenant on va essayer de réfléchir avec la RDC pour ce qui est du mandat de la MONUSCO, il serait important qu'on puisse maintenant revoir sa mission. Merci M. Papitamba, comme qui dirait que la paix prépare la guerre. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir se doter d'une armée dissuasive? Non, nous avons aujourd'hui une armée qui étonne. Je vous dis que certains de nos voisins à l'Est, si vous essayez de vous renseigner, même nos pays voisins, aujourd'hui, ils sont surpris de voir que la RDC en si peu de temps s'est constituée autour de cette armée. Une armée aujourd'hui qui est bien formée et bien équipée. Alors que nous l'avons construit dans des contextes extrêmement difficiles. Nous sommes en train de faire ce travail-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le pouvoir a été conquis par les armes. C'est-à-dire l'armée qui est arrivée ici devait composer avec des éléments armés qui étaient sur place. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps pour l'intégration, le brassage et de tous ces éléments. Aujourd'hui, vous voyez que les résultats n'est pas encore totalement atteints parce qu'il y a encore certains éléments de l'armée qui ne considèrent pas qu'ils ont comme seule direction, comme seul point de chute de commandement, le commandant suprême de notre armée qui est le chef de l'État, ainsi que le chef d'état-major général. Ils pensent qu'ils sont dans cet état armé en faisant encore allégeance à certains individus. Donc ça, nous le vivons encore aujourd'hui. Donc ça montre que le travail, nous devons encore continuer à le faire. Le travail, nous devons encore continuer à le faire. La prochaine série de questions, c'est avec Laurette Mbombangia qui je dis bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Monsieur Papitamba. Bonjour Madame Laurette. En fait, changeons des registres pour parler du secteur du transport qui est aussi vraiment un élément important qui préoccupe la population congolaise. Monsieur Papitamba, dites-nous qui prévoit ces nouveaux programmes, qui prévoit plutôt ces nouveaux programmes dans une politique à court terme à ce qui concerne le transport public. À court terme, il y a des dispositions qui sont déjà prises par le gouvernement Matata. La première chose, c'est qu'il a prononcé la mesure d'exonération de tous les moyens de transport, c'est-à-dire de tous les véhicules qui peuvent servir pour les transports, mais il faut juste qu'ils puissent venir chez nous, non pas comme étant des poubelles, mais des véhicules avec 0 km. C'est-à-dire toute personne aujourd'hui, à travers le monde, qui veut créer une société de transport, lorsqu'il amène son véhicule ici et que son véhicule est neuf, pour essayer de circuler sur les routes de Kinshasa, qui va servir au transport, il paye 0 € de douane. Ça, c'est une première mesure prise par le gouvernement Matata. Le gouvernement Matata maintenant a annoncé une autre mesure, c'est maintenant 200 bis qui vont arriver ici sur notre territoire. Voyez-vous pas que c'est pas vraiment... Et en même temps, ils ont donné encore des moyens à la société STIC pour maintenant rétablir
les moteurs et les engins qui étaient en panne afin de renforcer les secteurs. Voyez-vous pas que c'est juste, c'est pas une mesure aussi efficace, d'autant plus que la ville province de Kinshasa, en particulier, s'il faut le dire ainsi, compte aujourd'hui plus de 12 millions d'âmes. Mais c'est Papi Tamba, est-ce que c'est le BIS sera en mesure de ponger cette crise en termes de transport? Écoutez, M. Katumba, la question qui m'était posée était claire. On me demande quel serait l'effet immédiat des premières décisions du gouvernement Matata. Maintenant, je peux vous dire que la projection, c'est que nous puissions avoir des métros et des trains ici au niveau de la ville de Kinshasa. Maintenant, si je vous le dis que ça va être mis en place dans les 100 prochains jours, je serai tout simplement comme les autres politiciens de l'opposition. Et je n'ai pas envie de l'être. Donc vous ne voulez pas jouer à la démagogie, Laurette Mobangui? Monsieur Papi Tamba, c'est connu de tout le monde ici à la population congolaise. À un moment, les chauffeurs ont grévé. On a beau souffert par rapport au transport. Et puis par rapport à cette situation, le gouvernement congolais a fléchi à la pression des chauffeurs. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Le gouvernement congolais n'a pas fléchi. Le problème, c'est quoi? C'est que les chauffeurs ont grévé s'ils font de l'intox. Le gouvernement congolais a mis en place une mesure d'explication. Et en même temps, pour faire comprendre, les gens ont grévé parce qu'on leur aurait dit tout simplement que le gouvernement ou le Premier ministre Matata Ponyo avait interdit la circulation des bus 207. Ce qui n'est pas le cas. C'était encore un intox, c'est comme on a l'habitude de pouvoir l'écouter. Alors qu'eux-mêmes, ils avaient donné leur communiqué quand ils ont dénoncé les tracasseries policières, mais les hommes politiques qui maintenant ont rattrapé cette affaire pour parler de quelque chose que Matata Ponyo n'aurait pas évoqué. Il est tout à fait normal que le gouvernement et la République, ce sont des hommes qui gèrent un pays. Des hommes qui gèrent un pays ne vont pas toujours se montrer sourds à l'endroit des gens qui essaient d'avoir des revendications. Il est tout à fait normal, et c'est partout au monde, il y a toujours une discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour arriver à un compromis. Le gouvernement gère, certes, mais ne gère pas seul. Il ne gère pas les arbres qui sont sur la RDC, il gère des hommes au niveau de ces pays. Et ces hommes-là peuvent avoir des revendications, il faut pouvoir les écouter et même fléchir, c'est-à-dire changer certains registres, comme on peut les voir partout, parce que personne n'a le monopole de la raison. Ces pays n'appartiennent pas à Joseph Kabila, ces pays n'appartiennent pas à son Premier ministre Matata Ponyo, ces pays appartiennent aux Congolais. Oui, M. Papi Tamba, parlons de contrôle technique de véhicules. Pensez-vous que ça réussira? Parce qu'à un moment donné, le Premier ministre Matata Ponyo avait dit que bientôt il y aura les contrôles techniques de véhicules. Ça réussira, pensez-vous? Ce n'est pas bientôt il y aura les contrôles techniques. Les contrôles techniques existent déjà dans ces pays. Mais la pratique sur le terrain existe déjà, il faut maintenant les vulgariser. On il faut parler en termes maintenant des résultats. Et je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on peut chercher dans ces pays, si nous devons chercher les résultats, ça sera toujours un processus. C'est-à-dire il y a un début et après il doit y avoir une suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules qui sont même plus soumis au contrôle technique dans notre pays et ces véhicules-là constituent même la majorité des moyens de transport. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas passer au contrôle technique. Faudrait-il dire que demain on a arrêté ces véhicules de circuler? Non. Nous sommes maintenant dans un processus où maintenant on met la disposition en place et il faut maintenant des mesures d'accompagnement parce que pour sécuriser la vie des Congolais, pour sécuriser la vie de la population quinoise, pour parler en termes circonscrits, il est important que nous puissions vraiment penser au contrôle technique. La révolution de la modernité, volet transport, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ces concepts? Mais pour rapport à ces concepts, les premières mesures sont déjà être prises parce qu'on ne parlerait pas de transport en commun. Je ne parle pas de transport en commun, je ne parle pas de bus, je ne parle pas de train, je ne parle pas de bateaux, mais je dis on ne parlerait pas de transport en commun sans les routes. Mais il faut comprendre une chose, et c'est là où je dis que la révolution de la modernité a le mérite maintenant d'exister. Lorsque le chef de l'État est arrivé dans ces pays au pouvoir, il y avait quand même des statistiques. Nous devons savoir que notre pays, qui s'étend sur 2 345 000 km², n'est disposé que de 145 000 km de routes. 145 000 km de routes, dont 20 700 km de routes régionales, des routes plutôt nationales, et 20 200 km de routes régionales prioritaires. Mais je vais vous choquer pour dire que dans tout cela, on n'avait que 2600 km de routes asphaltées. C'est qu'on peut appeler des routes bitumées, qui étaient dans un état lamentable. Grâce à l'action du chef de l'État, dans le cadre même de 5 chantiers qui s'étendent avec les révolutions de la modernité, non pas seulement que ces routes qui existaient, qui sont déjà
qui sont déjà insuffisantes ont été agrandies pour répondre maintenant par rapport à l'explosion démographique. Personne ne peut me dire aujourd'hui que les boulevards du 30 juin, s'ils pouvaient contenir quelques véhicules il y a encore 3 ans, qu'ils vont contenir au même instant les mêmes nombres de véhicules. Si aujourd'hui ils pouvaient contenir 4 véhicules, aujourd'hui ils peuvent le contenir 8 véhicules. Et vous n'allez pas me dire que 4 véhicules qui s'ajoutent, c'est rien. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'autres coins de la République où c'était carrément inaccessible, qui n'a pas été rendu accessible par la route. Et je vais vous dire que c'est plus de 6000 km, ce qui n'est pas rien, mais ça a un coût. Nous devons comprendre une chose, l'état du fossé était tellement grand que des choses qui sont faites, ce sont des choses qui peuvent être faites que de façon progressive. Encore une fois, M. Katumba, que je ne suis pas là comme les politiciens de l'opposition. Je ne vous dirai pas que dans ces pays, en moins de 5 ans, nous allons essayer de faire maintenant qu'il y ait des routes presque partout. Je ne vous le dirai pas. Les soucis, c'est de doter notre pays à des appareils en termes de mobilité aussi modernes et aussi efficaces. C'est ça le souci, M. Papi Tamba. Si je vous dis déjà que la première mesure d'exonération qui est prise, c'est-à-dire qu'il y a la gratuité des moyens de transport, mais à condition que les bus soient, les moyens de transport qui arrivent ici soient à 0 km, ça a déjà le mérite de dire que nous allons vers la modernisation du pays. Si aujourd'hui vous allez en Angola, ils avouent aussi... Vous voulez incorporer cela donc dans le compte de la révolution de la modernité? Mais bien entendu. Parce que nous voulons que la RDC devienne une terre de paix et de mieux-être. Merci M. Papi Tamba. La prochaine série de questions, c'est avec Magali Kabea. Oh, bonjour Philippe. Bonjour Magali Kabea. Bonjour M. Papi Tamba. Bonjour Madame Magali. J'aimerais savoir quelle est votre réaction par rapport à ce qui se passe ici à la ville de Kinshasa. Nous avons remarqué depuis un certain temps tous les vendeurs ambulants ou encore les vendeurs qui étalent leurs produits sur les grandes routes de la ville de Kinshasa sont chassés. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Je vais répondre à votre question sur 2 tableaux différents. Avant de parler de la RDC, je vais vous donner un cas que je vais comparer par rapport à un autre pays. Je vais vous parler du Brésil. Aujourd'hui, il y a certains candidats même qui ont fait du Brésil comme étant un modèle d'économie de réussite pendant la campagne présidentielle. Et la RDC, toute proportion gardée, pourrait aussi considérer le Brésil comme étant un modèle. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? Lorsqu'on a annoncé la mesure de l'organisation de la Coupe du Monde en Brésil, pendant 3 mois, chère madame, ce n'est pas la police, mais l'armée. L'armée, dans toutes les rues de Rio de Janeiro, ils ont cassé tous les commerces ambulants qui essayaient un peu de... l'image de la ville était tellement écornée dans certains coins que l'armée est arrivée pour essayer de casser tous ces endroits après avoir donné une alerte, après avoir donné une date qui n'a pas été respectée. Ce n'est pas la police. Et chaque fois que l'armée faisait quelques mètres au Brésil, lorsqu'on a annoncé la mesure de l'organisation de la Coupe du Monde, après avoir fait quelques kilomètres, ils installaient un commissariat. C'est un peu dans ces maintenant, si on peut comparer cela, on va comparer. Je réponds à votre question. Qu'il y aura je réponds à votre le question. sommet Je disais que de la francophonie. je prends un exemple d'un pays que les gens veulent considérer comme étant un modèle. Avant maintenant de répondre à votre question sur le plan interne. Mais non, mais c'est pas puis je vous interromps pas. On s'est référé au Brésil tout simplement sur un aspect. Vous êtes sans ignorer. On savait qu'on disait que c'est suite à l'agriculture qu'aujourd'hui le Brésil est ce qu'il est aujourd'hui. On aimerait tout simplement emprunter le même chemin, puisque vous êtes sans ignorer. On a dit que Lula da Silva a préconisé l'agriculture au Brésil. Mais jamais j'avais entendu un candidat parler dans ce sens-là. Mais c'est pas Pitamba. Une fois de plus, je reviens par rapport à cette question. Je reviens par rapport à cette question. Voulez-vous mettre en cause la dignité humaine? Je vous parlais que l'armée était là, tout cassé, et ainsi de suite. Est-ce que, en le disant, je mettais en cause la dignité humaine ou au contraire, je réhabilitais cette dignité? Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on veut pratiquer les commerces... Est-ce qu'on a pensé au sort de ces gens? On va pratiquer les commerces, c'est ce que je suis en train de vous dire. En essayant de pratiquer les commerces, on est plus digne lorsque ce commerce-là est formalisé. Donc aujourd'hui, lorsqu'on essaie de combattre l'économie souterraine ou l'économie informelle, cela ne doit pas seulement se limiter dans une mesure qui doit toucher une classe ou un corps bien spécifique. Ça touche la vie nationale. Maintenant, le problème de savoir est-ce que ces mesures-là qui existent aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, est-ce que c'est une mesure qui a été annoncée?
est-ce qu'il y avait une date butoir qui était connue de tous ou qui était annoncée? Est-ce que c'est une mesure qui peut être une mesure humaine et efficace? Face à ces 4 questions, je répondais très simplement qu'on a pris le temps de prévenir les gens et faites le tour de la ville, vous rencontrerez des gens qui sont honnêtes. À côté, il y aura toujours des gens malhonnêtes pour dire que à partir de tel moment, nous voulons assez